Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité cinéma, série et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Comme d'habitude, il y aura dans la description et le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus car je vais donner mon avis sur l'actualité et j'ai envie d'avoir le vôtre dans les commentaires. Je réponds ou directement là-bas ou j'en fais des vidéos dédiées. Et désolé, j'ai pas pu faire une vidéo actualité en début de semaine parce que j'étais un peu parti à l'étranger et je devais rentrer plus tôt, mais il y a eu des problèmes et du coup je suis rentré bien plus tard que prévu et j'avais la grosse vidéo de White Lotus à faire, mais ne vous inquiétez pas, on repart sur un rythme classique à partir de maintenant. J'ai évidemment récolté l'intégralité des actualités depuis une semaine. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description quand épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit au Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, peu importe, vous allez avoir la VOST-FR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez les grands films comme Venom 3, Craven ou des bons films comme The Outrun. Sur Disney+, vous avez déjà Un Parfait Inconnu, Mufasa, Vaiana 2 et même A Real Pain. Si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, vous avez sur Paramount+, et il faut se connecter sur Paramount+, avec votre compte ou Paramount ou Canal, mais connectez-vous à l'application Paramount, je précise, ça marche peu importe votre abonnement. Vous allez aussi avoir Sonic 3 ou encore Better Man. Sur Max, il faut aussi vous connecter avec votre VPN à l'application officielle Max, que ce soit via Canal ou pas. Vous allez avoir Flow, L'amour au présent, La guerre des Rohirrim, Y2K qui est toujours pas dispo en France, ou même encore le très bon Queer. Vous le savez, mais YouTube Premium c'est un service utile, génial, que j'utilise aussi tous les jours, qui a plein d'avantages et vous pouvez l'avoir pour moins cher avec un VPN. Pour moi, le plus simple c'est de prendre un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie où c'est moins cher. Et croyez-moi, il y a encore des tutos, ça fonctionne, il n'y a pas de problème et ça marche sur plein de services différents comme Letterboxd où vous allez avoir Patron pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne totale, c'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème et vraiment tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. C'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description quand épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer avec cette actualité concernant l'IA, encore une fois, oui, je suis désolé, il y a plein de gens qui reprennent des extraits de films et qui les modifient avec de l'IA. Là, c'est un exemple de Stalker, où grosso modo, le film de Tarkovsky a été filmé d'une manière très précise. Il y a environ 240 plans qui ne bougent quasiment pas, des plans fixes, de personnages, d'environnement et tout, durant à peu près, on va dire, un plan par minute, si je dis pas de bêtises, parce que le film dure 2h40, si ma mémoire est bonne. Et il y a des gens qui utilisent l'IA pour mettre des dynamismes entre guillemets, des mouvements de caméra que le film n'avait pas à l'origine, pour le rendre justement plus dynamique. Regardez, on a modernisé Stalker. Stalker est déjà assez moderne, disons les choses, mais surtout qu'en fait, si Tarkovsky voulait bouger la caméra, il l'aurait fait. Tout simplement, c'est pas un choix d'incapacité technique, c'est un choix artistique de pas bouger la caméra. À l'époque, on pouvait bouger la caméra. Bref, si vous voyez des gens qui reprennent des extraits de films connus, comme avec Tarkovsky, et ils mettent du dynamisme ou ils le changent avec de l'IA, c'est de la merde. Disons les choses, ils pouvaient faire ce genre de choses à l'époque, mais ils l'ont pas fait de manière volontaire. Et regardez Stalker parce que c'est absolument banger. Ensuite, on a du coup, c'est pas le genre d'actualité que j'aime bien d'habitude, mais voilà, c'est un peu people, mais voilà, John Williams a été montré lors d'un concert, il a été honoré, c'était une intervention surprise qu'il a faite du coup aux États-Unis et il y a plein de gens qui étaient contents de le voir forcément honoré et d'autres, un peu comme moi, qui étaient tristes de le voir en fauteuil roulant. Après, il a 93 ans, c'est comme ça, il est encore prêt à travailler. Il a dit que s'il y a des réalisateurs qu'il aimait bien, comme Spielberg, peut-être l'année prochaine, on sait pas, il aimerait encore travailler, mais en théorie, il est à la retraite. On peut le sortir, hein, si c'est Spielberg ou autre. Mais voilà, je voulais partager cette image parce que entre guillemets, je m'attends au pire, voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps, je suis content de le voir honoré par plein de gens dans des salles comme ça, même si peut-être il peut plus marcher comme à l'époque. Encore une fois, 93 ans, je me prépare au pire, mais voilà, je voulais juste partager aussi un peu de bonheur et de beauté par rapport à ça, en lui espérant la vie la plus longue possible. Diego Calva, que vous avez vu aussi dans Babylone, par exemple, je dis aussi parce que c'est une active people un petit peu. Il vient de finir sa carrière, hein, je pense déjà qu'il n'a pas beaucoup percé aux États-Unis depuis Babylone, parce que Babylone était un échec, mais il a partagé ça sur Instagram. Diego Calva, The irony that colonizer Gal Gadot plays a colonizer in the new Snow White movie. Voilà, ce genre de commentaires, je pense que peu importe la politique derrière, hein, peu importe, je pense qu'attaquer comme ça des acteurs, en termes de carrière, c'est finito. Après, je crois qu'il est espagnol, du coup, il a surtout une carrière en Espagne, corrigez-moi si j'ai tort, mais voilà.
Ça, c'est le genre de truc que tu fais pas. En général, tu n'attaques pas des acteurs ou des gens de ta profession. Après, on peut comprendre, vu la politique de Gal Gadot, mais voilà, c'était juste pour préciser que vous ne le reverrez pas d'aussitôt d'après moi, je pense. On a une actualité concernant Death Stranding, vous savez, le film. Le jeu va sortir en juin, mais le film a trouvé un réalisateur qui est donc Michael Sarnowski, qui a réalisé par exemple le film Quiet Place Day One, qui était pas mal, mais il a surtout réalisé le très bon Pig. Ça, c'était vachement bien. Pour le coup, si vous l'avez pas vu, regardez Pig. C'est vraiment, vraiment bien. Attention aux larmes, mais c'est bien. Et du coup, il va réaliser Death Stranding, et je me suis dit... Pourquoi est-ce que c'est pas Kojima qui réalise? Et j'ai posé cette question sur les réseaux et les gens m'ont dit mais Kojima il est nul en réalisation. Et c'est vrai que moi j'ai fait que MGS5, sérieusement de Kojima. Et bah ouais, je dirais pas que c'est un jeu bien réalisé d'un point de vue cinématographique. Donc ils ont pris un vrai réalisateur entre guillemets. Kojima sera même pas scénariste pour le coup, il sera producteur par contre, mais il sera pas scénariste du projet. Ce que je trouve un peu étonnant, même pas scénariste. Je sais pas, alors il aura un crédit d'histoire 2, sûrement, mais il sera pas scénariste. J'aime bien le travail de Michael Sarnowski, il y a aussi Ari Aster qui sera producteur du projet, donc pourquoi pas. J'ai pas encore fait Death Stranding, je vais essayer de le faire avant la sortie du deuxième, mais je promets rien parce qu'il y a plein de films qui sortent en ce moment et j'ai plein de grosses vidéos à faire, mais j'essaierai de le faire, mais j'ai hâte de voir le projet en question, mais évidemment avant la sortie du projet, dont le tournage devrait commencer bientôt, du coup cette année on suppose, je ferai les deux jeux et j'en parlerai à leur sortie. Je pense que c'est un bon choix. Encore une fois, je pense que c'est surtout vu Pig que ça va être bien, donc je lui fais confiance. Ensuite, on a, non pas une nouvelle concernant Avatar de manière spécifique, mais vous savez, Donald Trump a lancé une guerre commerciale avec des tarifs un peu à droite à gauche sur plein de pays. Il a enlevé une partie des tarifs, mais il a gardé ceux sur la Chine. Et la Chine, pour répondre à ces tarifs-là, a réfléchi, en tout cas pas à décider, mais réfléchi à ne plus autoriser le cinéma américain en Chine. Et alors ça... Rendez-vous compte que pour l'industrie américaine, surtout des blockbusters, je mets Avatar parce qu'Avatar a cartonné en Chine, c'est catastrophique. Si la Chine ne sort pas des films américains, surtout dans cette période estivale des blockbusters, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique parce qu'il y a énormément de films qui, sans la Chine, n'auraient jamais été rentables. Avatar, je pense pas qu'il y ait un bon exemple, mais Avatar, ça cartonne en Chine. Donc imaginez-vous une sortie d'Avatar 3 sans la Chine. Ça fera jamais les 2 milliards. Impossible. Même 1,5 milliard, c'est extrêmement compliqué sans la Chine. Maintenant, réfléchissez à des films comme Alien Romulus. Alien Romulus, sans la Chine, aurait été un flop. Donc, si la Chine décide de plus sortir de films américains, Hollywood est légèrement dans la merde, en tout cas pour les blockbusters. Donc, c'est une mesure qui va faire beaucoup de mal aux États-Unis, de manière générale, à l'industrie hollywoodienne qui est déjà un peu en crise, hein, vu les budgets qu'ils mettent et le box-office. C'est compliqué. On verra ce que ça va donner, mais c'est un petit peu compliqué et je pense que ça va... quand même choquer beaucoup de personnes et je pense que tous les gens qui ont voté Trump à Hollywood, ils vont commencer à se poser des questions en mode ah, c'était peut-être pas le bon choix à faire, hein. Ensuite, on a donc le tournage du prochain film de Werner Herzog qui a été donc annoncé, il y a même des photos et tout qui ont été diffusées. C'est un film qui s'appelle Bucking Bastard et non pas Fucking Bastard, avec donc les deux sœurs et c'est le scénario aussi, c'est deux jumelles qui sont obsédées par le sexe. On n'en sait pas plus, c'est ça le scénario. Un film de Werner Herzog, je sais même pas combienième film, il est à 80 films je crois, Werner Herzog, il en fait beaucoup chaque année. Là c'est un film de fiction, c'est pas un documentaire pour le coup parce qu'il a sorti un documentaire précédemment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que moi j'aime bien Werner Herzog et je dois encore rattraper beaucoup de ses films. Mais voilà, les sœurs Mara, je pense que ça peut être vachement intéressant. On a des annonces aussi concernant le prochain Happy Death Day ou Happy Birthday en français, je dis pas de bêtises, qui est un meilleur titre d'après moi, Happy Birthday, qui a été donc officialisé entre guillemets. Le réalisateur qui est en train de sortir le film Drop, je pense que j'en parlerai de Drop la semaine prochaine, a dit que oui, le troisième film est prévu, il avait réalisé les deux premiers, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est des films sympathiques, je trouve, qui ont bien utilisé ce concept de jour infini. Ensuite, il y a eu plein de bandes annonces, vraiment plein de bandes annonces avec The Neighborhood Watch, la première bande annonce d'une sorte de buddy cop show, entre guillemets, cop show parce que c'est un ancien flic, on sait pas ce qu'il est, hein, mais visiblement c'est un ancien flic, donc Jeffrey Dean Morgan et j'allais dire Dennis Quaid, mais Dennis Quaid c'est le papa, Jack Quaid qui vont donc faire alliance dans ce film pour une sorte d'enquête, comédie d'action. Ça peut être pas mal, ça peut être fun, la bande-annonce m'a un peu donné envie, je crois qu'on n'a pas de date de sortie française, mais why not? Et dans la catégorie bande-annonce, il y en a plein avec The Phoenician Scheme, évidemment le film de Wes Anderson, et ouais, moi j'adore tous les films de Wes Anderson, je les ai vraiment tous aimés, sans aucun doute, et là, bah, film d'espionnage de Wes Anderson, je suis chaud, il sort du coup chez nous le 28 mai, si je dis pas de bêtises, où il y a des gens qui ont dit ouais, Wes Anderson il fait toujours la même chose et tout. Écoutez, pour une fois qu'on a un auteur qui cartonne à chaque fois au box-office, qui en même temps a une patte vraiment bien définie,
stylisé, que je trouve agréable et qui est vraiment, on peut le reconnaître sans problème, bah c'est bien qu'il ait sa patte et c'est bien qu'il continue de faire des films dans son style, dans sa patte visuelle, c'est bien, voilà, donc je vais pas critiquer ça, moi je trouve ça cool, j'aime beaucoup son style, donc il peut en faire 20 des comme ça, il a 12 films je crois, 13 films, je sais plus, je m'en fous, c'est vachement bien, c'est stylé, je continuerai à aller les voir parce que j'adore vraiment tous ces films. Il y a eu aussi la bande-annonce de cette photo me fait marrer, de Naked Gun, du coup ça va s'appeler je crois Y a-t-il un flic dans le monde, pour le coup c'est une sorte de reboot, sequel, du coup de Y a-t-il un flic ou de Naked Gun en anglais, et honnêtement le teaser du minute qui a été diffusé, j'y crois. Alors oui ça sera dur de remplacer Leslie Nielsen qui était un acteur de comédie génialissime, mais Liam Neeson je pense c'est un bon choix pour le coup pour ce soft reboot, et même si le début est un peu grotesque comme la saga, hein, soyons honnêtes, moi c'est la fin qui m'a fait kiffer, quand du coup t'as tous ces flics qui répondent un peu, on va dire, de manière solennelle pas aux prières, mais ils sont en train de prier un petit peu devant les photos de leurs parents à chaque fois, ce qui est drôle parce que du coup, ça, c'est le fils de Leslie Nielsen. Enfin bon, en théorie, je crois que dans le canon de l'œuvre, il devrait avoir 30-40 ans et l'on a 70. Bref, Liam Neeson, c'est stylé comme choix. Mais ça, le fait qu'il y ait O.J. Simpson dans la saga originale et que le fils réagisse de manière négative en regardant la caméra, ça m'a fait rire et je pense qu'ils vont réussir à faire le film. Un autre film qui m'a un peu impressionné avec sa bande-annonce, pas finale, mais sûrement l'une des bandes-annonces les plus complètes, on va dire, de cette vidéo, c'est Megan 2.0. Megan 1 était une sorte de film d'horreur, bon, voilà, pas trop spécial, disons les choses. Et là, Megan 2, ils ont dit, vous savez quoi, on va faire l'approche action avec un truc en mode Terminator 2. Et la bande-annonce donne envie. Entre la musique, l'esthétique, le concept même, ça a l'air fun, ça me donne envie. Le 1 m'a pas du tout donné envie, mais alors là, why not? Je pense que ça peut être pas mal du tout. Si on parle de suite de films qui m'ont pas impressionné, c'est FNAF hein, que j'avais pour le coup détesté. Le petit teaser qui a été montré montre une approche un peu plus horrifique. Et moi c'est ce que je disais, FNAF 1 est pas un film d'horreur, c'est de la merde. Excusez-moi, hein, j'ai détesté. FNAF 2, le petit teaser qui a été montré, pourquoi pas. Le film sort en fin d'année, j'ai envie d'y croire un petit peu, donc why not. Mais la grosse bande-annonce de la semaine, c'était le Mission Impossible Final Reckoning qui m'a juste donné envie de me remater tous les films de la saga, et je vais le faire parce que je prépare une grosse vidéo sur toute la saga, et ça qui va être intéressant, c'est voir comment ils vont faire le lien entre tous les films, parce que quand tu regardes la bande-annonce, on dirait que c'est ça, on dirait que tout était prévu depuis le début de la saga, et tout aura une conclusion ici dans l'opus final, donc je vais tout me remater, j'en ferai une vidéo. Ça a l'air génial. Entre les cascades, l'histoire, la conclusion émotionnelle qu'il y aura, je pense qu'on va prendre une claque, rien à dire de ce point de vue-là. Et oui, cette photo-là est vraie, c'est bel et bien Tom Cruise qui saute d'un porte-avions dans l'eau. C'est dans la bande-annonce, ça c'est une photo de tournage, mais vous pouvez voir dans la bande-annonce, c'est une photo qui existe. C'est fou. Donc voir ces cascades-là, voir du Tom Cruise qui fait des dingueries, voir la conclusion qui je pense sera vraiment émouvante de la saga, une saga que moi j'adore hein, pour le coup, du coup j'ai vraiment hâte de me remater tous les films. J'ai grave hâte, la bande-annonce était vraiment bien. Limite, je l'ai vu une fois et je me suis dit, j'avais pas envie de la voir parce que je voulais encore plus de surprises. Ça ne spoile pas grand chose, mais encore une fois, je pense qu'ils ont montré beaucoup de cascades. Mais on va prendre une claque en salle, rien à dire. J'ai vraiment hâte pour le coup. Dites-moi ce que vous en pensez parce que Mission Impossible, c'est une saga qui, je pense, n'est pas encore assez respectée. Mais là, honnêtement, faites comme moi. Faites-vous un marathon des 7 films avant la sortie du 8e. Et je pense que vous allez comprendre à quel point c'est une saga absolument grandiose. Et j'ai hâte de voir toutes les dingueries qu'ils vont faire dans ce dernier film. On en parlera évidemment en détail. Minecraft est un énorme succès au box-office international. Il a battu toutes les attentes, tous les records. Personne s'attendait à autant de succès avec ce budget-là. Rappelez-vous, c'est un budget de 150 millions. Actuellement, quand je tourne cette vidéo, le film est à 330 millions en box-office international. C'est le double des projections. Donc ça a doublé les projections. Donc juste pour ça, c'est un succès. Si un film fait mieux que ses projections, en général, c'est vraiment bien parti et c'est un succès. Et 150 millions de budget, si on divise par 2 et on fait du coup avec le box-office, on va dire que le film a coûté 400 millions. Voilà, 300 au total, plus 100 millions de marketing, j'en sais rien. On va dire qu'il devrait être rentable au bout de 400 millions maximum, disons, encore une fois. C'est une exagération, mais disons maximum. Et donc je pense que le film est déjà rentable. On va se taper du Minecraft. C'est un peu triste parce que du coup c'est le 3e meilleur démarrage de l'histoire de la Warner. Il a fait mieux que Barbie pour le coup, mais moins bien que les Harry Potter par exemple, enfin le dernier Deathly Hallows 2. C'est un énorme succès pour la Warner, ils vont en faire plein c'est sûr, parce qu'en plus la stratégie de la Warner maintenant, bah, c'est faire des films de licence. Là ils ont une nouvelle licence qui va cartonner hein, malheureusement, et malheureusement parce que c'est de la merde en fait. Quand tu as des films comme Mickey 17 qui flop, et je sais hein, c'est un film de SF, c'est pas familial et tout comme Minecraft, et Minecraft qui est un énorme succès, oui c'est un peu déprimant, désolé d'être un peu cynique, un peu aigri, mais je trouve ça un peu déprimant que ce film de merde marche autant.
Ouais, ça a mieux commencé que Vice Versa 2. Je pense pas qu'il fera les 1,7 milliards de Vice Versa 2, hein, bien sûr, mais bah oui, je suis déprimé. Voilà, c'est la vérité. Quand je vois ces énormes bouses marcher, bah ouais, je suis un peu dégoûté. Je me dis que c'est un peu la merde, tout ça. C'est comme ça, c'est la vie. Je pense pas qu'il va faire plus qu'1 milliard. Il va arriver au milliard, je pense. À voir si le bouche à oreille fonctionne, si les gens vont le voir. Parce que les gens aiment bien le film. Hein. Pour le coup, les gens trouvent que le film est sympa. Bref, voilà, je vais pas me prononcer plus que ça. C'est nul à chier d'après moi. Mais c'est un énorme succès qui est une énorme surprise aussi. En tout cas, on s'attendait pas à ce qu'il marche aussi bien. Mais c'est le cas. Voilà. Donc je suis déçu. Désolé de le dire comme ça, mais je trouve ça de manière un peu pessimiste et j'aime pas. Mais une chose que je risque d'aimer, on sait pas, il y a eu la bande-annonce de Murderbot, la nouvelle série Apple TV, j'en ai déjà parlé, hein, qui sort le 16 mai, si je dis pas de bêtises. C'est l'histoire d'un robot qui veut regarder des films et des séries. Mais c'est un robot flic, un peu imaginé Robocop, mais qui veut mater des films et des séries. Ça a l'air fun, ça a l'air drôle, c'est vraiment basé en mode comédie d'action. Apple, ils font une bonne série, donc moi, honnêtement, j'y crois à fond, ça peut vraiment être bien, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Il y a une série qui est prévue qui s'appelle I Play Rocky, qui raconte donc l'histoire de comment Sylvester Stallone a créé le premier film Rocky, toutes les galères qui sont venues avec. Ce sera une série Amazon, normalement, à voir. C'est Peter Farrelly qui va donc la réaliser, donc c'est voilà, c'est confirmé, hein, ça va bientôt rentrer en chantier. Ça m'intéresse pas vraiment, honnêtement, mais allez, pourquoi pas, bénéfice du doute, encore une fois. Love, Death and Robots saison 4 a été annoncé avec une bande-annonce qui donne envie. Il y aura 10 épisodes qui vont sortir le 15 mai, donc ça donne vraiment envie. J'adore Love, Death and Robots, hein. Pour le coup, j'adore toutes les saisons. Rien à dire de ce point de vue-là. J'adore la bande-annonce que j'ai vue là, l'esthétique, l'approche. J'aime bien aussi l'affiche qui est une approche plus drogue, donc à voir, ça peut être intéressant, mais toutes les images, tout ce qui a été diffusé, ça donne grave envie. Je pense qu'on va se régaler. On en parlera évidemment comme d'habitude. Il y a plein de choses qui ont été annoncées côté Netflix qui m'ont plu, comme Vogue, on a eu la bande-annonce complète, avant on avait un petit teaser, mais là du coup c'est le retour de Gareth Evans, parce que la dernière fois je m'étais trompé, j'avais dit Gareth Edwards, qui est donc celui qui va faire le Jurassic Park là, mais là c'est Evans qui a fait donc The Raid par exemple, et ouais, l'action a l'air mortelle, le film a l'air mortel aussi, ça a l'air vraiment divertissant, vraiment prenant, donc j'ai hâte de voir ça. Ça sortira du coup le 25 avril, j'en parlerai. On a du coup le succès d'Adolescence qui est devenu la 4e série anglaise, donc anglophone plutôt, la plus regardée de l'histoire de Netflix. Donc ils sont en train de réfléchir à faire une saison 2 comme je vous avais dit il y a quelques jours, mais énorme carton et ça continue de monter. 4e plus grand succès anglophone de l'histoire de Netflix, c'est quand même assez chaud. D'ailleurs les créateurs de Threads, les créateurs d'Adolescence préparent une série sur Threads qui est un film déprimant. Donc je vais pas vous dire de quoi ça parle. Allez le voir, il est bien. C'est pas un grand film d'après moi, mais il est bien. C'est assez traumatisant et une série sur ça. Ça peut être vachement bien, hein. Mais Threads était intéressant à l'époque où il était sorti par rapport au contexte du film. Là, on n'a plus vraiment le contexte, c'est pas la même chose aujourd'hui. Donc il pourrait raconter une histoire similaire, à voir avec du coup une sorte de modernisation des enjeux géopolitiques d'aujourd'hui. Mais pourquoi pas une série? Ça sortira peut-être pas sur Netflix, hein. J'ai juste mis là parce que du coup c'est le même genre d'adolescence. Why not? Je suis curieux de voir ce que ça va donner. The Three Body Problem, ou le problème à 3 corps, aura du coup le droit à un tournage en 2 parties avec la saison 2 et saison 3 en même temps. On ne sait pas quand ça sortira, mais vu qu'ils vont tout faire d'un coup, ça qui va être bien. Et oui, moi j'ai bien aimé la saison 1, sans être exceptionnel, j'ai trouvé ça bien. Entre temps, j'ai écouté les livres. Je ne sais pas comment ils vont faire pour la suite, honnêtement, parce que ça va vraiment loin, la suite. Déjà que la 1, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré maintenant que j'ai écouté les livres. La 2 et 3, je sais pas comment ils vont faire parce que, ouais, dans les livres, ça va loin de manière assez, pas abstraite, hein, mais ça va loin. Tout ce que je vais dire pour ceux qui n'ont pas lu ou écouté les livres. Mais j'ai hâte de voir ça parce que je suis content qu'il y ait une 2e et 3e saison, j'imagine une saison finale. Parce que je pense que ça peut être bien. Les livres sont cool, hein, mais là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a un film qui a été annoncé concernant Magic the Gathering, qui va lancer un nouvel univers, du coup, chez Netflix. Un film de cet univers-là que moi, je connais pas du tout. Pour le coup, je connais les cartes comme tout le monde, mais je connais pas l'univers. Mais c'est Matt Johnson, du coup, qui va le réaliser, le réalisateur du film Blackberry, qui est vachement bien. Donc, why not? Disney va sûrement arrêter les remakes live-action. Pourquoi? Parce que Blanche-Neige est un flop. Du coup, moi, je me suis dit, non, le flop de Disney, c'est pas la faute de Rachel Zegler. Et je le pense encore, mais maintenant que je me dis que Rachel Zegler a peut-être arrêté les remakes live-action de Disney, je me dis bravo Rachel Zegler. Bon, blague à part, hein, c'est évidemment une blague, hein, ce que je viens de dire là, mais oui, ils vont peut-être arrêter parce qu'ils ont mis en pause le remake live-action Réponse, et c'est une bonne chose, parce que ils ont tellement gâché Blanche-Neige avec leur marketing, toutes leurs conneries, leurs choix artistiques et tout, alors que le film est pas horrible, le film ça va, honnêtement, on va arrêter de déconner, le film est pas si mauvais que ça, mais
ils ont arrêté. En tout cas, ils pensent à arrêter les remakes live action, ce qui est une bonne chose. Je pense sincèrement qu'ils vont attendre de voir si Lilo et Stitch est un succès ou pas. Si Lilo et Stitch est un succès, je pense qu'ils vont recommencer un peu tout ça. Je me demande s'ils vont peut-être pas aller dans une direction plus masculine, parce que je pense que chez Disney, ils disent deux choses. Disney, ils doivent se dire, ok, c'est la faute de Rachel Zegler, c'est la faute des femmes. Ils sont un peu cons, Disney. Ils sont dans leur délire anti-woke de toute façon. Donc je pense que ou ils vont avoir une approche plus masculine, du coup, pour attirer tous ces fameux anti-woke au cinéma, ou ils vont juste arrêter les remakes pour l'instant, tout dépendant de Lilo et Stitch, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le coup. Tron Ares a montré sa bande-annonce aussi. Je suis navré de le dire, mais ça a l'air un peu pas mal. Vraiment, ça a l'air pas mal du tout. Je suis pas fan du délire d'avoir Tron dans le vrai monde, pour le coup, plutôt que dans le jeu vidéo. Mais ça m'a donné un peu envie. Ça a pas l'air exceptionnel, mais j'aime bien l'esthétique. J'aime bien les gens qui bossent dessus globalement en termes de réalisation et les acteurs qui sont dedans, pas tous, mais ça donne un peu envie. Ça a l'air pas mal du tout. Je sais pas ce que ça va donner, mais ouais, moi je suis un peu intéressé par ce qu'ils vont proposer et j'ai hâte d'être en octobre pour voir vraiment le résultat. On a aussi une surprise avec du coup le film Predator. Non pas le film Predator Badlands qui sort en novembre, mais on a un film d'animation. Alors j'ai pas trop compris si c'est un film d'animation en 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a 3 films, ou si c'est un gros film où il y a 3 histoires différentes. Mais grosso modo, Predator Killer of Killers sortira le 6 juin, toujours réalisé par Dan Trachtenberg, qui est le réalisateur du film Prey et qui réalise Badlands. Et ça sera un film où un Predator ou plusieurs Predators vont affronter des gens de différentes époques. Donc on a l'époque des Vikings, on a l'époque des samouraïs et la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce qu'on dit depuis longtemps. On veut un film Predator avec des samouraïs, des Vikings et tout. Là, ils le font en animation et je trouve ça stylé. Est-ce que j'aurais préféré en live action ? Ouais, bien sûr, mais en animation, ça me va aussi. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. C'est bientôt, donc le 6 juin, ça va être cool sur Disney+ directement, donc pas au cinéma. Je pense que ça peut être vachement bien. Et en même temps, Badlands se passe dans le futur proche. À voir comment... à quoi ça va ressembler et comment ils vont faire ça. Pas eu de bande-annonce pour l'instant, mais voilà, on en parlera évidemment. Ça m'a donné envie, pour le coup, la bande-annonce était bien. On a le logo, le nouveau logo, en tout cas officiel d'Avatar 3 Fire and Ash. Vous me connaissez, hein, moi, James Cameron, Avatar, j'adore. Et on a la première image officielle aussi. On a le retour de Payakan. Le GOAT, Payakan. Bref, en tout cas, j'adore Avatar. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On sait officiellement maintenant que les navis de feu et les humains seront les méchants. Vous me connaissez, je suis un bandeur d'Avatar, un bandeur de James Cameron, donc moi, Day One, j'irai le voir 3 fois le même jour. Je déconne un petit peu. Andor, à la base, vous savez, devait avoir 5 saisons, mais ça s'est pas fait au final parce que Tony Gilroy, le showrunner, l'a précisé. Premièrement, en rigolant un petit peu, il a dit que Diego Luna, il serait trop vieux pour jouer Cassian Andor pendant encore 5 saisons. Et la vraie raison, c'est qu'en fait, faire une saison de Andor, ça prend tellement de temps qu'il pouvait pas faire ça mentalement, psychologiquement. Je crois qu'il a utilisé le terme, il avait pas assez de calories en lui pour faire 5 saisons de Andor. Honnêtement, vous savez, je gueule souvent, ouais, les séries prennent trop de temps à être faites et tout, mais vu la qualité d'Andor, vu la gueule esthétique, budgétaire, de production, de scénario d'Andor, je comprends, honnêtement, je comprends. Il y a des séries comme ça où vraiment je comprends et Andor en fait partie. On en parlera semaine par semaine. Ça sort du coup dans 10 jours à peu près. Il y aura 4 semaines de diffusion. Ça va être banger. J'en ferai la critique évidemment à chaque fois. Vous l'avez peut-être vu, hein, il y a eu une sorte de extrait scène de Superman qui était diffusé avec Crypto qui joue avec Superman qui est lui blessé et plein de gens se sont énervés. Ouais, pourquoi il rigole? C'est quoi ce sketch? Pourquoi il se comporte comme un chien grosso modo? Et avec les robots aussi qui faisaient des blagues après. Je pense qu'il faut que vous compreniez un truc. Il y a un moment, les films de super-héros et les œuvres de super-héros de manière générale, c'est pour les enfants. Soyons un peu sincères, soyons un peu honnêtes avec ça. Je trouve ça bien que James Gunn remette au centre du village le fait que ces œuvres-là sont pour les gosses, quoi. Sont des œuvres familiales, sympathiques, et moi j'aime bien. J'en ai marre du Superman sombre, edgy de Snyder. Un Superman avec un peu de comédie, d'espoir, une bonne vibe, c'est ce que je recherche moi aujourd'hui, c'est ce que je veux. J'en ai marre du Superman méchant, ça m'intéresse pas, je m'en fous honnêtement. C'est bon, on a vécu ça, on connaît. Un Superman optimiste, avec des belles couleurs, avec une vibe un peu plus comique et tout, c'est Superman, c'est ça aussi, c'est cette ambiance-là, et je pense vraiment que cette tonalité plus enfantine, universelle, est une bonne chose. Les trucs de super-héros, c'est pour les enfants, les adolescents. Ça veut pas dire que les adultes peuvent pas apprécier, au contraire, on aime tous ça, mais il y a un moment... Voilà, soyons un petit peu sincères avec nous-mêmes et aimons
on peut ne pas aimer, hein, mais aimons un peu cette proposition. Essayons de l'aimer, en tout cas. Donc moi, je suis fan. J'aurais aimé ne pas voir l'extrait parce que j'aime pas voir des extraits de films d'ailleurs, mais je pensais que c'est une bande-annonce et j'ai continué de regarder et au fait, c'est 2 extraits du film. Pas fan de ça pour le coup, mais je suis content qu'ils mettent l'ambiance dès le début. Tu sais ce que tu vas voir, il y aura pas de surprise de ce point de vue-là et je pense qu'il y aura du cœur, je pense qu'il y aura de l'émotion, je pense que ça va être bien. Superman, c'est un truc comique. Et il y avait de la comédie dans les films de l'époque, de Richard Donner et tout. Donc, je comprends pas trop la haine concernant cet extrait-là. Il se comporte comme un chien, les robots font des blagues, ils sont drôles et tout. Ça a l'air bien, ça a l'air d'être le délire SF qu'on attend de Superman. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous inquiétez pas. Batman, quand il y aura Batman dans le DCU, ça sera dramatique, sombre. Mais là, c'est Superman. Donc, voilà, acceptons un peu ça, je pense que ça va être bien. Si on parle de choses ridicules, non je rigole un peu avec ça, cette comparaison par rapport à Superman, mais oui, ça c'est ridicule par contre. Godzilla X Kong, le tournage a commencé, le film du coup sort en mars 2027, et j'ai envie de parler de ça parce que, évidemment c'est la news, mais dites-vous que ce film-là vient de commencer son tournage aujourd'hui, à peu près au même moment qu'Avengers Doomsday, mais lui sort dans 2 ans. On est d'accord? Alors que Doomsday sort dans 1 an. Voilà, tout ce que je voulais dire. Bon courage aux artistes d'effets spéciaux de Doomsday, vous allez galérer. Et les gens vont dire, ouais, mais là, il y a tellement plus d'effets spéciaux parce que c'est quasiment que de l'animation. Oh, mais les gars, vous avez vu un film Marvel? Vous avez vu le nombre d'effets spéciaux dans un film Marvel? Il y a des scènes, c'est l'animation aussi. Hein. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que je veux dire par rapport à ça. The Last of Us a été renouvelé pour une saison 3, sans surprise. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter par rapport au jeu avec cette 2e saison. On en parlera aussi semaine par semaine dès ce lundi. Mais je pense qu'ils vont faire 3e et 4e saison comme ils ont annoncé plus ou moins. Mais c'est bon, la 3e saison est officielle. Et moi, je défendrai cette série. En tout cas, saison 1, excellente. Saison 2, on verra bien, on en parlera. Peacemaker a eu le droit à une annonce aussi, avec du coup le 21 août pour une date de sortie, avec ce petit extrait qui était diffusé de 7 secondes. Peacemaker, c'est la meilleure série de super-héros après The Boys. Et si la saison 2 est aussi excellente que la première, ça risque de dépasser The Boys, on verra bien. J'adore Peacemaker, c'est exceptionnel, c'est génial, vous devriez tous regarder Peacemaker. La première saison était mortelle, si vous aimez James Gunn, mais moi j'aime bien, donc je suis fan. The Pitt saison 2, qui a été du coup renouvelée il y a quelques jours déjà, aura lieu lors du 4 juillet. Le week-end en tout cas du 4 juillet. Et si vous avez vu The Pitt, alors moi j'ai commencé, je vous avais dit, je regardais cette série en mangeant. Erreur. Ne regardez pas cette série en mangeant, ce n'est pas possible. Vous allez mourir. En fait, The Pitt, c'est une série Max qui parle du coup des urgences, mais de manière très graphique. Donc s'il y a des blessures, vous allez voir les blessures, et je trouve ça bien qu'une série soit aussi réaliste par rapport à ça, et fasse comprendre à ces gens-là ce qu'ils subissent, à quel point c'est horrible et difficile, et ils galèrent. Mais en même temps, faut que je la regarde en faisant autre chose que manger. Parce que elle était bien, les 2 premiers épisodes étaient bien, mais vu qu'à chaque fois je la regardais en mangeant, ça me dégoûtait, du coup j'ai fait un peu une pause, mais je vais reprendre, je vais regarder. Et donc pour l'instant, de ce que j'ai vu, les 2 épisodes, c'est vachement bien. Mais attention, c'est gore pour le coup, et vu que c'est très réaliste comme blessure et tout, c'est chaud. Hein, parce que les urgences, c'est des trucs graves pour le coup. On a ici ma tête, non, parce que je voulais partager cette miniature, parce que j'ai fait ma critique de The White Lotus, saison 1, 2 et 3, une grosse vidéo d'1 heure pour ceux que ça intéresse, allez la voir, même si vous n'avez pas vu The White Lotus, ça pourra vous donner envie de voir The White Lotus, mais en tout cas The White Lotus, le dernier épisode, a battu des records, 6 millions de téléspectateurs sur HBO, en direct évidemment, avec du coup un record 30% de plus que le précédent record, donc voilà, tout le monde était devant le final, c'est bien, parce que The White Lotus c'est mortel, et j'ai hâte de voir la saison 4, j'imagine dans 2 ans, 2 ans et demi, on verra bien. Lawrence Fishburne a annoncé qu'il voulait revenir dans Matrix 4, mais il s'est vu refuser le rôle. Bizarre, étrange, vrai manque de respect de la part de la Warner d'avoir refusé le retour de Lawrence Fishburne. Il n'a pas donné beaucoup plus d'infos que ça. Il est à l'affiche en ce moment de The Amateur, hein. J'en ai fait aussi une critique pour ceux que ça intéresse. C'est pour ça qu'il fait des interviews, mais voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont refusé. Je trouve ça assez honteux parce que c'est quand même Lawrence Fishburne, c'est quand même Morpheus, et c'est lui aussi qui a donné autant d'importance à ce film et qui a porté beaucoup du film aussi. Morpheus et son rôle est tellement iconique et légendaire que je trouve ça bizarre de l'avoir complètement rejeté. Vraiment étrange. Ensuite, on a Jesse Armstrong, le showrunner de Succession, l'une des meilleures séries de tous les temps, en tout cas ma préférée, qui donc prépare son nouveau film. Vous le savez, il s'appelle Mountain Head, avec plein de gens que vous connaissez. Il y a ici Corey Michael Smith, Steve Carell, Rami Youssef et du coup Jason Schwartzman. Et c'est un film qui sort le 31 mai sur Max, qui va parler de plusieurs milliardaires qui se sont mis dans une sorte de chalet pour parler de la crise économique du moment. Bref, j'adore ce que ça va donner parce qu'il a toujours bien géré ces histoires de milliardaires, ce Jesse Armstrong, évidemment. C'est un téléfilm Max, du coup le 31 mai, on va voir ce que ça va donner. Je suis curieux et j'en parlerai, j'imagine, en vidéo bilan. Quelques actualités jeux vidéo avec la Switch 2 qui est un peu dans les polémiques. J'en avais parlé la semaine dernière, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de problèmes. Bon, ça vous le savez, je vais pas revenir dessus, mais
c'est un peu les excuses que j'aime pas trop. Nintendo qui est en train de parler, ah, vous avez pas d'argent pour la Switch 2 qui coûte plus cher. C'est pas grave, achetez la Switch 1. Soyons un peu sérieux, soyons un peu honnêtes. Oui, la console est plus chère que prévu, parce qu'à la base, elle devait être à 410, 420 $ aux States. Il est à 470, le prix en France est plus ou moins le même, à 470 €. Oui, on ne sait pas si la console est un succès pour l'instant. On verra bien lorsqu'elle sortira, il y aura les ventes et tout. Il y a eu les problèmes des tarifs aux États-Unis parce qu'ils vont peut-être augmenter le prix de la console pour le coup à cause des tarifs, mais c'est un peu les réactions de Nintendo que j'aime pas trop. Je suis pas très fan de comment ils parlent aux consommateurs. Je trouve ça un peu immature et juste dit bah voilà, c'est cher. On fait ce qu'on peut avec l'économie, explique-le différemment quoi. Dis pas aux gens, ah bah si t'as pas d'argent, la Switch 1. Surtout quand t'as augmenté les prix de la console, ce qui est bon, ça c'est attendu, c'est pas si grave, mais les prix des jeux qui ont augmenté aussi. Ils ont dit non mais Mario Kart, il vaut le coup de coûter 90 balles en magasin. Ah mais Donkey Kong il est un peu moins cher parce qu'il vaut moins le coup entre guillemets. C'est bon, soyons un peu honnêtes, assumez, dites que c'est cher parce que les jeux coûtent cher, assumez la position, c'est comme ça. Je préfère une boîte qui assume plutôt que des excuses de mode ah bah achète les autres jeux, achète l'autre console. C'est bon, il y a un moment. Ensuite j'ai envie de parler de ça un petit peu parce que en fait j'ai pas joué à Marvel Rivals pour l'instant et je m'en fous que les personnages comme Emma Frost soient sexualisés. Dans les comics elle est sexualisée aussi, je m'en fous un petit peu. Mais moi ce que j'aime pas chez Marvel Rivals c'est cette approche là en mode branleur, genre littéralement branleur. Parce que quand tu regardes les extraits d'Emma Frost et tout, il y a ses seins qui rebondissent et tout, et il y a des personnages masculins qui sont sexualisés. Moi, la sexualisation, je m'en fous un petit peu. Tu vois, c'est l'art, l'auteur fait ce qu'il veut, s'il veut sexualiser, il sexualise. Les hommes sont à poil, les meufs sont à poil dans le jeu, je m'en fous. Mais la manière dont ils font leur marketing en mode, oh regardez, ses seins ils bougent quand elles bougent, c'est bon, il y a un moment... Ok, est-ce que c'est nécessaire, honnêtement? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ce genre de physique dans ton jeu vidéo? Je sais pas. Moi, je trouve que avoir un public de branleurs adolescents qui jouent à Marvel et jouer dans cette catégorie-là, c'est un peu un aveu d'échec. Mais bon, c'est peut-être mon avis, je suis peut-être un peu trop woke, j'en sais rien, mais je trouve ça un peu nul. Le costume, encore une fois, je m'en fous. Il est stylé, je trouve le costume. Je m'en fous de voir ses seins, mais le délire physique des seins et le marketing autour... un peu de sérieux quoi, en tout cas, voilà. Mais bon, je pense voilà, c'est des jeux joués par des adolescents, j'imagine, donc ils prennent cette approche-là. Anecdote assez rigolote, il faut savoir que Valve gagne 100 millions de $ avec les cases CS2 par mois, le mois dernier en tout cas. C'est pour ça qu'ils font pas de jeux Valve. Hein. Valve, faites Half-Life 3, faites Left 4 Dead 3, faites Portal 3, faites des jeux s'il vous plaît. Artefact, on oublie, c'était nul. Là, comment ça s'appelle? Deadlock, c'est sympa Deadlock, mais c'est un jeu multi. Moi je veux pas, refaites des jeux solo. S'il vous plaît, je sais que Steam, CSGO, Dota, ça vous rapporte de la thune infinie, illimitée, mais refaites des jeux s'il vous plaît. Les sorties de la semaine, on a donc How to Sell Drugs Online Fast, saison 4 qui est sortie. Je la regarderai pas pour le coup, moi ça m'a suffi les 3 saisons, mais elle est sortie cette semaine pour les intéressés. On a aussi G20, alors ça c'est un téléfilm d'action de merde Amazon, j'imagine de merde. Je voulais pas le regarder parce qu'en vrai je m'en fous, mais peut-être Anthony Starr est rigolo dedans, et Viola Davis j'aime bien, mais bon... je regarderai pas, je pense. The Last of Us, du coup, sort cette semaine. La saison 2, on en parlera semaine par semaine. Il y a aussi la série Apple qui sort cette semaine, Your Friends and Neighbors, qui est le grand retour dans un rôle principal dans une série de John Hamm après Mad Men. Ça peut être bien, donc je pense que je regarderai. Il y a trop de séries à regarder en ce moment, j'arrive pas à tenir le rythme. The Amateur, je mets ma tête parce que ma critique est sortie et aussi le film est sorti, donc allez voir la critique et le film si la critique vous êtes d'accord ou pas avec. Zion est sorti cette semaine, ou Zion du coup j'imagine, je sais pas pourquoi j'ai dit Zion, enfin bref, ça j'irai voir, j'en parlerai je pense pour le coup. Piégé, je sais pas si j'en parlerai tout de suite mais je vais essayer d'aller voir ça aussi. Il y a aussi une ressortie 4K de Requiem for a Dream, Director's Cut au cinéma en ce moment. J'ai pas envie de revoir ça tout de suite, donc je vais pas aller voir Requiem for a Dream actuellement au cinéma, mais pour ceux qui l'ont jamais vu ou qui veulent le revoir, bah il est en salle, donc allez-y. Par contre, je vais acheter le Blu-ray 4K lorsqu'il sera disponible. Et on a aussi La Jeune Femme à l'aiguille, pardon, qui était donc le film danois nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, qui est sorti aussi cette semaine, et je pense que je vais aller voir ça aussi. Beaucoup de personnes m'ont envoyé cette actualité de manière assez logique. Je pense que mes DM étaient inondés, mes notifications, les gens sur Twitter et tout. Il y a Inoxtag qui a dit qu'il aimerait bien faire d'ici 5 à 15 ans un film comme Interstellar. Et il y a plein de gens qui m'ont dit descends-le, détruis-le. Oui et non. C'est-à-dire que il faut savoir que faire un film comme Interstellar, peu importe ce qu'on pense du film, c'est plus difficile que monter l'Everest. Ça, c'est une vérité objective. Interstellar, c'est un produit, désolé d'utiliser le terme produit, mais c'est un objet culturel plutôt qui transcende quand même une grande génération, et même plusieurs générations. C'est un film qui a tellement marqué le monde entier que juste faire un truc du niveau d'Interstellar, c'est quasiment impossible. Voilà, soyons honnêtes, qu'on aime ou pas le film, moi je le trouve un peu surcoté, mais j'aime beaucoup le film. Mais voilà, faire un film comme Interstellar, la musique, enfin tout autour,
c'est, je pense, quasiment impossible. Ou c'est très rare. Il y a quelques interstellaires par génération, soyons honnêtes. Ensuite, enfin par décennie plutôt. Ensuite, le processus même de faire un film comme Interstellar en France est impossible. Disons les choses. Il faut être un réalisateur comme Nolan, donc avoir des décennies de carrière derrière soi, avoir un budget de 170 millions, je crois, Interstellar. Il faut des connexions, il faut Hollywood derrière, il faut... Pour faire de la science-fiction à ce niveau-là en France, c'est impossible. Disons les choses, ça n'existe pas, c'est impossible. On n'a jamais fait un film aussi cher en France de l'histoire du pays. C'est logique, on n'est pas dans la même dynamique et tout. Donc voilà, pour faire un film de ce niveau-là, qui marque autant les gens, et avoir la production derrière, c'est juste impossible. Donc je pense que c'est naïf de dire ça. Encore une fois, remonter l'Everest, c'est une meilleure chose. Cependant, en fait, je comprends ce qu'il veut dire. Je sais qu'Interstellar, c'est l'un de ses films préférés ou son film préféré, qu'il a vu en VF. Inox, regarde-le en VO, tu vas redécouvrir le film et tu vas kiffer, vraiment. Regarde tes films en VO. Si tu veux déjà faire des films, regarde-les en VO. Non mais je le taquine, enfin je le taquine pas sur ça c'est vrai, mais je taquine quand je dis ça parce que je comprends ce qu'il veut dire. Le mec, il a vu un film qu'il kiffe, il a cette passion de se dire, ok les gars, j'ai envie de faire un film qui va marquer les gens. J'ai envie de faire de la fiction qui va marquer les gens. J'ai envie de mon Interstellar à moi. Considérant qu'il est, ce qu'il a fait de sa vie et tout, c'est mal barré. Mais il a dit 5 à 15 ans. En 5 à 15 ans, il peut se forger une cinéphilie, il peut se forger, on va dire, les compétences nécessaires derrière. Il peut ne tout simplement pas réaliser le film ou même pas l'écrire, mais juste jouer dedans, ou même pas jouer dedans, mais juste produire un film comme Interstellar à son niveau. En fait, je comprends ce qu'il voulait dire. Rivaliser ou vouloir faire un Interstellar, c'est impossible en France. C'est impossible, vraiment. C'est important de se rappeler de ça. Mais à son niveau, à ce qu'il veut faire, son objectif, ouais, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? C'est bien. Moi, je veux bien inciter des gens comme lui à s'intéresser au cinéma, à voir plus de films comme ça. Je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve vraiment que c'est une bonne chose. Et s'il met la passion dedans, les moyens pour faire un film qui va le marquer d'ici 15 ans, il va se dire, ok, ça c'est mon Interstellar, why not? Why not? Tant mieux. Qu'il se fasse kiffer, que ce soit bien et tout. C'est bien qu'on incite des gens à s'intéresser au cinéma. C'est mon travail aussi sur cette chaîne. C'est le but premier de ma chaîne. Qui continue, qui le fasse constamment, qui découvre de plus en plus de choses dans le cinéma, qui fasse plus de films avant. Voilà, c'est cool. S'il peut sortir autre chose que des vlogs en salle, why not? Moi, je féliciterais ça. J'en parlerai évidemment. J'irai plus revoir ces vlogs à la con au cinéma, ça c'est sûr. Mais en tout cas, s'il veut faire des vrais films, il faut encourager ça. Est-ce que je pense que s'il fait son film demain, ça sera nul? Bien sûr, ça sera pourri. Mais dans 5, 15 ans, comme il le dit, why not? Je pense pas qu'il va commencer à faire son Interstellar, mais s'il commence avec des films et d'un coup, il se trouve une passion pour le cinéma et tout, et que sa communauté d'adolescents le suivent, c'est bien, c'est cool. Donc pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? J'ai envie d'y croire et je pense qu'il faut encourager les gens à faire du cinéma, à faire de l'art, et je trouve ça bien. Est-ce qu'aujourd'hui ça sera bien? Non, mais dans 5-15 ans, why not? Et regarde plus de films, Inox, il va jamais regarder ses vidéos. Regarde plus de films en VO et entoure-toi de bonnes personnes qui vont te faire de la fiction comme tu as envie de faire. Et moins de vlogs nuls au cinéma, s'il te plaît. Donc voilà, je l'ai un peu clashé sans forcément être trop méchant. C'est mon avis, je pense que c'est bien ce qu'il fait si il a les bonnes ambitions, la bonne motivation et une vraie passion qui se crée par rapport à ça, honnêtement. Si tu veux des conseils de films pour débuter ta cinéphilie, appelle-moi, Inox, on peut faire ça. Ou j'ai plein de vidéos sur ma chaîne justement dédiées à ça. Donc j'espère que ça va se faire pour lui et qu'il va nous proposer du coup de bonnes œuvres. Il faut encourager les gens à proposer de bonnes œuvres en salle. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires votre avis sur l'actualité. Êtes-vous d'accord ou pas avec moi? J'ai envie de savoir tout ça. Je compte sur vous dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats comme des TikTok, des Reels ou même encore des lives. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.